Merci Jean-Michel. Donc effectivement, on va discuter de la capnographie transcutanée et vous avez vu déjà qu'il va y avoir des indications qui résultent de ce qu'a évoqué Jean-Michel, qui sont les limites de l'oxymétrie. Donc, voici mes conflits d'intérêts. J'en ai à peu près avec tout le monde, donc avec personne. Donc, les capnographes, il y a différents capnographes. Ceux actuellement principalement utilisés, ce sont ceux-ci, le Syntec et le TCM5, mais il reste des Tosca 500. Et donc, ils vont dépendre de ce capteur qu'on va poser sur le patient. On va voir les différents positionnements du capteur et ça peut se faire en ventilation spontanée ou sous VNI. Donc, voici les différents positionnements du capteur, en sachant qu'en fonction du site où on va poser le capteur, on pourra enregistrer soit uniquement la capnographie, comme en sous-claviculaire, ou la capnographie plus l'oxymétrie avec deux dispositions préférentielles sur l'oreille ou sur le front. On peut mettre aussi sur les deltoïdes apparemment et dans le dos, mais en pratique, on le met principalement au niveau des oreilles ou du front. Et le capteur dispose, on va le revoir ensuite, d'un certain nombre d'éléments, d'une électrode à péage, d'une photodiode qui va permettre de chauffer, d'une photodiode qui va permettre d'enregistrer la saturation et de l'élément chauffant là, avec une substance hydroélectrolytique. Et le système d'enregistrement de la capnographie dépend du transfert du dioxyde de carbone à travers la peau. En effet, la sonde chauffante, donc, qui est là, la sonde chauffante, va provoquer, du fait de la chaleur, une vasodilatation et une artérialisation du lit capillaire qui va permettre un transfert du CO2 à travers la peau. Et ce CO2 va traverser la membrane qui est perméable au CO2. Le CO2, donc, une fois qu'il a traversé la membrane, il se retrouve dans le capteur, il va interagir avec la solution hydroélectrolytique et réagir avec cette solution pour produire du bicarbonate, des ions HCO3- et des ions H+. Ça va modifier le pH de la solution. Et on a une électrode, l'électrode de Swearinghouse, qui est sensible au pH. Et donc, grâce à cette modification et à cette mesure du pH, on va pouvoir en déduire, grâce à l'équation d'Anderson-Hasselbalch, la valeur de la PCO2. Donc, quelles vont être les indications? La principale indication va être la suspicion d'une hypoventilation alvéolaire nocturne qu'on va pouvoir suspecter devant une oxymétrie nocturne pathologique. Et je vous disais que quand il y a des désaturations, ça peut être soit des désaturations liées à un effet Chant, soit liées à une hypoventilation alvéolaire, soit sur une oxymétrie non contributive. On l'a vu juste avant, chez les patients qui ont une saturation supérieure à 96% ou une oxygénothérapie associée, on le reverra. Ou chez, je vous ai dit, les patients qui ont d'autres causes de baisse de la PO2. Donc ça, cette suspicion clinique peut survenir soit en VS pour les patients chez qui on suspecte l'indication d'une ventilation non invasive au long cours, soit chez les patients qui sont sous ventilation non invasive pour apprécier l'efficacité de la ventilation non invasive. On peut aussi, chez les patients qui sont sous ventilation, demander une capnographie devant la suspicion d'une hyperventilation, cette fois-ci, devant des tracés qui évoquent par exemple des apnées centrales. En effet, dans les critères d'indication de la ventilation mécanique, selon les recommandations de l'HAS, il y a non seulement l'hypoventilation diurne avec une PCO2 supérieure à 45 mm de mercure, mais également l'hypoventilation nocturne avec une PTCO2 moyenne supérieure à 50 mm de mercure. On y reviendra. Et effectivement, la capnographie transcutanée fait partie des recommandations du suivi de la ventilation mécanique. Alors, pourquoi on peut suspecter une hypoventilation nocturne alors qu'il n'y a pas d'hypoventilation diurne? C'est parce que chez des patients, et notamment chez les patients neuromusculaires, il peut y avoir une hypoventilation nocturne, vous voyez, chez 20% des patients,
alors qu'il n'y a pas d'hypoventilation diurne, il y a une PCO2 inférieure à 45 mm de mercure. Et ça s'explique par le fait que la journée, éveillée, on a une activation corticale qui nous permet d'activer d'autres muscles, les muscles extradiaphragmatiques, qui vont compenser cette faiblesse diaphragmatique qu'on retrouve chez les patients restrictifs et encore plus chez les patients neuromusculaires, ici le deuxième encadré. Il y a une autre situation clinique dans laquelle la journée, il n'y a pas d'hypoventilation, alors que dès que le patient dort, il présente une hypoventilation nocturne. C'est le cas dans les hypoventilations alvéolaires centrales, qu'elles soient congénitales ou acquises. Vous voyez ici l'exemple d'un patient qui a un syndrome d'Ondine et qui, lorsqu'il est éveillé, a, c'est les carrés, une ventilation normale. En général, quand on fait un gaz du sang, de toute façon, ça réveille immédiatement le patient et donc il a un gaz du sang normal, alors que dès qu'il s'endort, il va avoir une hypoventilation nocturne, comme en atteste l'enregistrement de la capnographie, et ce, quel que soit le capnographe utilisé. L'autre situation dans laquelle on peut avoir des limites, c'est-à-dire une oxymétrie normale alors que le patient ne présente une réelle hypoventilation, c'est dû à la courbe de dissociation de l'hémoglobine. En effet, si le patient a une trop bonne PaO2, par exemple s'il a une PaO2 à 105 la journée, et donc du coup il a une PCO2 aux alentours de 40, si lorsqu'il dort, il hypoventile et donc il perd 15 points, il augmente de 15 points la PaCO2, il va perdre de 15 points la PaO2. Et donc, la PaO2 va passer de 105 à 90. Mais si on regarde en termes de saturation, vous voyez qu'il n'y a pas de modification de la saturation qui reste à 98%. La majorité de nos patients se trouvent donc avec une saturation inférieure à 96%. Donc, vous voyez ici, par exemple, un patient qui a une PO2 à 75. Cette fois-ci, s'il perd 15 points de PaO2 parce qu'il monte de 15 points sa PaCO2, parce que je vous rappelle, normalement, la somme PaO2 plus PCO2 est constante. Cette fois-ci, il va y avoir une baisse de la PaO2 à 60 et un effet sur la saturation, on le verra cette fois-ci sur l'oxymétrie nocturne. Et en effet, lorsqu'on regarde, ça c'est une étude de l'équipe de Claudio Rabec et de Marjolaine Georges, l'efficacité de l'oxymétrie nocturne versus la capnographie, en prenant deux seuils différents. Là, on considérait que les patients ne désaturaient pas s'ils avaient moins de 30% du temps passé à une saturation inférieure à 90%, c'est des critères qui sont durs. On loupait 30% des patients qui avaient réellement une hypoventilation alvéolaire, puisque la moyenne de la PCO2 était supérieure à 50 mm de mercure. Lorsqu'il prenait un critère un petit peu moins dur, c'est-à-dire 30% du temps passé à une saturation inférieure à 95%, il loupait encore 15% des patients qui avaient réellement une hypoventilation nocturne. Et on le voit très bien sur cet enregistrement, vous voyez que sur l'oxymétrie nocturne, il n'y a pas de temps passé inférieur à une saturation inférieure à 90%, alors que ce patient hypoventile avec une moyenne aux alentours de 50 mm de mercure. Donc, petit sondage. Marjorie, Jean-Michel, je ne sais pas si vous êtes là, je ne me souviens plus comment on lance le sondage. Tu vas sur sondage, tu le vois, sondage? Non, mais parce que non, il faudrait que j'ai... Ah, mais je vais te le lancer alors, si tu veux. Je veux bien, parce que je n'ai pas la bande. Donc, quelle pourrait être l'indication d'une capnographie nocturne sous VNI? Suspicion d'une hypoventilation alvéolaire, suspicion d'un syndrome d'apnée du sommeil, suspicion d'asynchronisme, suspicion de fuite, suspicion d'hyperventilation alvéolaire. Donc, je te laisse la main, Jean-Michel, sur le sondage, s'il te plaît. Du coup, je te laisse l'arrêter quand tout le monde a... Oui, oui, j'attends que tout le monde ait joué. C'est bon, tout le monde? Ouais, 25. Voilà.
Donc, on est d'accord et je vous l'avais dit, la suspicion d'hypoventilation alvéolaire, c'est l'indication principale d'indication de la capnographie nocturne. Mais effectivement, on peut demander la capnographie si on suspecte une hyperventilation alvéolaire. En revanche, et je vais vous le montrer, la capnographie ne sera pas efficace pour détecter un syndrome d'apnée du sommeil, puisqu'il ne détecte pas les événements respiratoires brefs. De la même façon, l'asynchronisme, quand on fait une capnographie, on n'a que la valeur de la PCO2 et de la SPO2 et on n'a pas l'enregistrement du signal de débit et de pression. Donc, on ne peut pas diagnostiquer d'asynchronisme patient ventilateur sur la capnographie. De la même façon, les fuites ne pourront pas être vues. On peut voir une hypoventilation alvéolaire ou une désaturation en lien avec des fuites, mais on ne sera pas capable de connaître la cause de cette hypoventilation alvéolaire. Ce sont les données enregistrées du ventilateur qui permettront de le faire. Donc, c'est est-ce que la capnographie mesure bien ce que l'on souhaite mesurer, c'est-à-dire est-ce que la PTCO2 est bien le reflet de la PaO2, PaCO2, est-ce que c'est bien corrélé? La réponse est oui. Vous voyez ici sur cette étude, on a corrélé la PTCO2 à la PaCO2 et on voit que la corrélation est bonne avec un R à 0,96, donc il y a une très bonne corrélation entre les deux. Cette corrélation est moins bonne lorsque la PaCO2 est supérieure à 56 mm de mercure. Là, vous voyez que la distribution est beaucoup plus importante. Et donc, alors que la PCO2 est à 55, la PTCO2 est à 48. Donc là, il y a une moins bonne corrélation chez les patients les plus hypercapniques. On voit sur les deux études. En termes de performance technique, on a enregistré ce patient durant la nuit et on a fait un gaz du sang immédiatement au réveil, immédiatement à l'arrêt de la capnographie. Et vous voyez que la capnographie donne une PTCO2 à 63 mm de mercure et lorsqu'on fait le gaz du sang, il est à 63,7 et donc c'est bien corrélé. Lorsqu'on regarde toujours en termes de performance technique, l'autre façon de s'assurer de la bonne performance technique, c'est de regarder la limite d'agrément et on dit que c'est techniquement acceptable, cliniquement acceptable si ces limites d'agrément sont comprises à moins de 7,5 mm de mercure. Et lorsqu'on regarde que ce soit avec le Syntec dans cette étude ici ou cette étude plus récente d'Horvat en 2016, la limite d'agrément est bien comprise entre plus ou moins et plus ou moins 7,5 mm de mercure. C'est le cas aussi, et l'agrément est encore meilleur pour le TCM5 dans cette étude ou pour le TOSCA 500 dans l'étude de Marjolaine. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la limite d'agrément? C'est ces deux déviations standards par rapport au delta entre la PTCO2 et la PaCO2. Et on voit que la différence entre la PTCO2 et la PaCO2 varie en fonction des dispositifs. Pour le Syntec, ce delta est de moins 0,75. Pour le TCM5, il est de moins 1,72, alors que pour le TOSCA 500, il est de plus 3,034. Ça veut dire que le TCM5 et le Syntec ont tendance à sous-estimer de 1 mm de mercure la PaCO2, alors que le TOSCA 500 la surestime de 3 mm de mercure. Et ça, il faut le garder en tête lorsqu'on va discuter des seuils à garder pour diagnostiquer d'une hypoventilation alvéolaire, parce qu'en fonction du dispositif utilisé, ce seuil va varier. Il va varier quasiment de 4 mm de mercure entre le Syntec et le TOSCA 500, puisqu'il y a une différence de 3 entre la PaCO2, si on raisonne en PaCO2, pour le TOSCA 500 par rapport au Syntec. L'autre problème principal de ce dispositif, c'est le risque de dérive du signal, puisqu'on enregistre sur 8 heures en général, puisqu'un patient dort à peu près 8 heures, et donc il y a un risque que la valeur mesurée dérive progressivement au cours de la nuit. Et effectivement, vous voyez, en 2007, la dérive était pour le Syntec de 1 mm de mercure par heure, ce qui fait qu'au bout de 8 heures, il y avait une dérive de 8 mm de mercure entre la valeur
absolue et la valeur mesurée. Cette dérive a été améliorée avec les nouveaux dispositifs, puisque maintenant, la dérive est de 0,1 mm de mercure pour le Syntec, de 0,15 pour le TCM5. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'une nuit, il est de moins de 1 mm de mercure. Donc, c'est bien plus correct. L'autre souci, et c'est la raison pour laquelle, vous le reverrez, on ne peut pas diagnostiquer d'événements brefs avec la capnographie, c'est qu'il y a un délai de réponse de 2 minutes entre un événement respiratoire et la réponse en termes de capnographie. Ça, c'est dû à la façon dont fonctionne le dispositif, puisque je vous ai dit, il dépend du transfert du CO2 du capillaire jusqu'à la membrane. Et donc ça nécessite un délai de 120 secondes en moyenne. Et donc, si on regarde sur cet enregistrement l'effet de différentes modifications, par exemple le changement de masque en raison de fuite ou une obstruction des voies aériennes. Ici, si on regarde l'obstruction des voies aériennes, on voit que par rapport au moment où il y a eu l'obstruction des voies aériennes, la montée de la PTCO2 survient 2 minutes après. C'est la même chose pour le changement de masque. On voit qu'il y a une diminution de la PCO2 à peu près 2 minutes après. Donc, on ne pourra pas diagnostiquer des événements de moins de 2 minutes. Troisième question concernant les performances techniques de la capnographie. On veut diagnostiquer une hypoventilation alvéolaire. Quel seuil doit-on prendre? C'est une question à laquelle l'équipe de Garches, avec Onia en première hauteur, a essayé de répondre. Cette question a été posée uniquement chez les patients neuromusculaires, parce qu'ils n'ont pris que des patients neuromusculaires, ce qui correspond à leur recrutement, et ils ont testé différents seuils en termes de pronostic. Ils ont pris le seuil de la désaturation de plus de 4, avec une SPO2 de moins de 90% pendant plus de 10% du temps total, puisque c'est le critère que l'on regarde pour apprécier l'efficacité de la VNI, ce sont les recommandations. Donc, on a testé ce seuil-là et 4 autres seuils, un pic supérieur à 49 mm de mercure, plus de 10% du temps à une PTCO2 supérieure à 49 mm de mercure, un pic supérieur à 55 mm de mercure, ou plus de 10 minutes à 55 mm de mercure, ou un delta de plus de 10 mm de mercure pendant 10 minutes. Et vous voyez déjà que la prévalence de l'hypoventilation alvéolaire en fonction de ces seuils est différente. En effet, si on prend le seuil d'un pic supérieur à 49 mm de mercure, c'est quasiment la moitié des patients, 41%, alors que si on prend la désaturation, ça n'est que 14%. Un pic supérieur, un temps passé à une PTCO2 supérieure à 49 pendant 10% du temps, c'est 27% des patients. Et quand on regarde donc la performance de tous ces seuils en termes pronostiques, le pronostic étant évalué sur le risque d'être réadmis en soins intensifs ou le risque de décéder, on voit que seuls 2 seuils sont performants, soit un temps passé à une PTCO2 supérieure à 49 mm de mercure pendant 10% du temps d'enregistrement, avec, vous voyez, ici, on arrive à distinguer ceux qui ont ce critère et qui vont être beaucoup plus hospitalisés en réanimation ou beaucoup plus décédés. Ou alors, un pic supérieur à 55 mm de mercure, c'est pareil, il y a beaucoup plus d'hospitalisation et beaucoup plus de décès. L'autre seuil qui est utilisé et qui est recommandé par l'HAS, c'est la moyenne supérieure à 50 mm de mercure. Toujours l'étude de Marjolaine Georges à Dijon a regardé l'efficience de ce seuil chez des patients restrictifs. Et ce que l'on voit, c'est que certes, ce seuil permet de diagnostiquer 20% des patients qui n'ont pas d'hypoventilation nocturne, mais il loupe 5%, 6% des patients qui ont une réelle hypoventilation puisqu'ils ont une PCO2 diurne supérieure à 45 mm de mercure, mais pour autant, la moyenne est inférieure à 50 mm de mercure puisque ce critère est très spécifique, mais il n'est pas sensible. Donc, si on veut résumer les seuils qu'on peut utiliser comme critères diagnostiques d'hypoventilation alvéolaire, il y a le temps passé à une PTCO2 supérieure à 49 mm de mercure pendant plus de 10% du temps, mais ce seuil n'est validé que pour les neuromusculaires. Il y a la moyenne supérieure à 50 mm de mercure, qui sont les critères de ventilation de l'HAS, mais
il y a des faux négatifs, on loupe des patients. On peut regarder le delta et c'est probablement intéressant, mais ça n'est pas validé. Et surtout, il faut regarder la forme de la courbe. Donc, si on regarde maintenant les valeurs données par le Syntec et le TCM5, on a effectivement la valeur moyenne ici de la PCO2 qui est donnée ici. On a le temps passé à une PTCO2 supérieure à 50 mm de mercure, qui est ici de 22%, et on a le pic ici. On a également les statistiques de l'oxymétrie avec le temps passé à une SPO2 inférieure à 90% ici, et la moyenne ici, et l'index de désaturation ici. Mais surtout, et je vous l'ai dit, le plus important, c'est de regarder la courbe. On va regarder l'évolution de la PCO2 et on va voir ici que cette désaturation est liée à une hypoventilation alvéolaire, celle-ci aussi, mais qu'il y a d'autres événements ici qui ne sont pas détectés par l'appareil. En termes de TCM5, on a également la valeur moyenne ici, la valeur du pic puisqu'on a le max, et on peut, sur l'histogramme, arriver à avoir le temps passé à une PTCO2 supérieure à 50 mm de mercure. On va aussi analyser la courbe avec ici, vous voyez, on peut apprécier ici une hypoventilation alvéolaire qui ne se retrouve pas sur l'oxymétrie. Donc, vous avez ici l'exemple d'un tracé normal, un patient qui ne désature pas, qui n'a pas d'hypoventilation, mais il y a plein d'artefacts en fin de nuit. On a ici le tracé d'un patient qui a une hypoventilation alvéolaire avec des désaturations qui sont concomitantes. La nature des désaturations est bien liée à l'hypoventilation alvéolaire, parce qu'à chaque fois qu'il désature le patient, il augmente sa PTCO2. Ici, un autre exemple, avec encore un exemple ici, des augmentations de la PCO2 à chaque fois que le patient désature. Donc, on peut confirmer que ces désaturations sont bien liées à l'hypoventilation alvéolaire, même si, vous voyez, ce tracé, il est pathologique, alors que la moyenne est normale. Alors, pourquoi il y a des désaturations localisées avec une augmentation localisée de la PTCO2? C'est dû au sommeil paradoxal chez les patients qui ont une dysfonction diaphragmatique où il y a plus de compensation par les muscles extradiaphragmatiques. En revanche, on ne va pas voir d'effet des événements brefs. Alors, ce tracé est théoriquement ininterprétable, en tout cas en termes de valeur, puisqu'il n'y a pas de calcul de la dérive. En revanche, ce qu'on peut voir quand même, c'est la tendance de la courbe, et on voit qu'il y a une augmentation progressive de la PCO2 qui est due à l'accumulation des apnées. Un exemple, cette fois-ci interprétable, où vous voyez que le patient va avoir des désaturations brèves qui ne vont pas avoir d'effet sur la PTCO2, puisque, je vous ai dit, il n'y a pas de diagnostic d'événements brefs du fait du temps de passage du CO2 à travers la membrane. Un autre exemple ici, où vous avez des désaturations qui n'ont pas d'effet sur la PTCO2. Un exemple d'hyperventilation alvéolaire, où vous voyez au cours de la nuit une diminution progressive de la PCO2 chez ce patient qui est en fait un patient sous stimulation phrénique. Alors, pourquoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de diagnostic des événements brefs, c'est parce que le délai de réponse est de 50 à 90 secondes et il est plus long en sous-claviculaire. Enfin, dernière limite, mais ça, on en discutera à l'atelier, c'est les limites techniques de cet appareil. Et vous voyez, toutes les études que je vous ai montrées qui évaluent la performance technique, c'est fait en hospitalisation avec des équipes entraînées. Et malgré ça, on voit ici cette étude qui avait pour objet de diagnostiquer l'hypoventilation alvéolaire nocturne par la PSG chez les patients BPCO. On voit que malgré le fait que le capnographe ait été posé par un ingénieur, enfin un technicien de recherche, donc formé à la capnographie, il y avait quand même 20% d'échecs de signal. Alors, un deuxième petit sondage, Jean-Michel, si tu peux revenir sur la capnographie, quelles valeurs sont à relever? Qu'est-ce que vous conseillerez de relever comme valeur? Est-ce que c'est la PTCO2 moyenne, la PTCO2 de base, le pic de PTCO2, le temps passé à une PTCO2 supérieure à 49 ou le temps passé à une saturation inférieure à 90%? Plusieurs réponses sont possibles.
Alors, on voit les réponses en ligne qui varient. C'est parce que tu as la main maintenant, tu peux l'arrêter. Ah, d'accord. Donc, moi, je vois maintenant. Il n'y a que moi qui vois. Donc, il y a encore... Bah, je vais l'arrêter alors, parce qu'il n'y a plus de vote. Donc, effectivement, la PTCO2 moyenne est importante puisque c'est le critère qui est reconnu par tout le monde et notamment par l'HAS. Mais je vous ai dit, la limite, c'est que il peut y avoir de réels, et vous l'avez vu sur des tracés, de réelle hypoventilation alvéolaire, alors que la moyenne n'est pas supérieure à 50. Néanmoins, c'est important de la noter. Si elle est supérieure à 50, vous êtes sûr qu'il y a une hypoventilation nocturne. Le pic est intéressant et vous avez vu que ça a une valeur pronostique autant que le temps passé à une PTCO supérieure à 49. C'est important de regarder la SPO2, le temps passé à une SPO2 inférieure à 90%, puisqu'on a l'oxymétrie également, même si les performances de l'oxymétrie sur la capnographie sont moins bonnes que sur un oxymètre dédié pour cela. Et la PTCO2 de base, il faut la regarder. Je vous expliquerai pourquoi. D'abord, ça permet de vérifier l'aspect technique, la qualité technique de l'enregistrement, puisqu'on connaît la PaCO2 du patient. Et donc, même si ça ne fait pas partie des critères de diagnostic de l'hypoventilation alvéolaire, ça permet d'apprécier la technique et de savoir si le patient ne commence pas sa capnographie hypercapnique. Donc, pour conclure, la capnographie permet un diagnostic plus sensible de l'hypoventilation nocturne, mais surtout, ça permet une étude dynamique de la PTCO2 nocturne. Ça a une valeur pronostique démontrée uniquement chez les patients neuromusculaires et maintenant, les dispositifs ont de bonnes performances techniques qui se sont améliorées au cours du temps. Mais il n'y a aucun critère validé pour l'hypoventilation alvéolaire. Vous voyez, il y a la moyenne, mais ça n'est pas suffisamment sensible. Il y a des faux négatifs. La limite, ça ne permet pas de diagnostiquer les éléments respiratoires, bref, du fait de la technique utilisée. Donc, on ne diagnostiquera pas d'apnée obstructive sur la capnographie. On pourra les suggérer sur l'aspect de la désaturation, mais il faudra faire une polygraphie pour la confirmer. Ce dispositif, il a des très bonnes performances techniques, mais toutes les études que je vous ai montrées ont été faites en hospitalisation avec du personnel formé. Et il n'y a aucune validation dans la pratique courante. Et effectivement, vous avez tous la pratique de la capnographie et on voit qu'il y a plein d'enregistrements qui sont techniquement ininterprétables. Et on en reverra un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître les erreurs techniques et il faut que les techniciens soient parfaitement formés à l'usage de ce dispositif.